sur la réponse aux appels à projets. Donc, Grégory, tu peux me confirmer que vous voyez mon écran en plein écran et que vous m'entendez très bien. Ouais, c'est bon, hein, Guillaume, tu peux y aller. Ou bien quelqu'un sur le chat. OK, super, parfait. Merci beaucoup. Cool. OK, ben, nous allons pouvoir démarrer. Laissez-moi juste vérifier l'enregistrement. Ah, OK. Ah, désolé, le volume de mon ordinateur était... Juste démarrer l'enregistrement. OK. Super. Grégory, tu es là? OK. Bon, laissez-moi juste vérifier si l'enregistrement a bien démarré. OK. L'enregistrement a démarré. Parfait. OK, parfait. Aujourd'hui, nous allons voir le module 7 sur la contractualisation du projet de recherche et les aspects liés à la propriété intellectuelle. Donc, il y a quelques notions qui ont été déjà abordées dans les modules précédents, mais là, on suppose que votre projet de recherche a déjà été conçu, soumis et accepté. Maintenant, il faut faire le contrat du projet, mais on ne va pas seulement se limiter à la contractualisation d'un projet de recherche, mais aussi on va voir un certain nombre de types de contrats de recherche, notamment des contrats de collaboration, des contrats de confidentialité, mais aussi des contrats comme, on va dire, des contrats d'accueil d'un doctorant, etc. Et également, nous allons voir d'autres aspects un peu plus détaillés liés à la propriété intellectuelle et à la protection des données. Donc, cette présentation est donnée par moi-même, Gaussou Kamara, membre du programme S-Partner et coordonnateur du réseau Sciences et Technologies du numérique et enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey du Sénégal. Donc, cette présentation a été conçue en collaboration avec Bondinov, donc, qui vous a été présenté ces 2 derniers jours. Donc, comme on vous l'a rappelé les jours précédents, donc pour une meilleure organisation de cette session, donc vous pourrez poser vos questions via le chat. Vous pouvez aussi réagir en utilisant des émoticônes. OK, super. Ce module 7 va vous proposer en fait quelques notions liées au cadre juridique des projets de recherche. Donc, quelques notions liées au cadre juridique des projets de recherche et aussi de vous sensibiliser sur un certain nombre d'aspects liés à la propriété intellectuelle, notamment les découvertes qui vont être faites durant le projet ou bien qui ont été faites avant le projet par les différents membres du consortium, mais aussi sur la protection des données, parce que de plus en plus, beaucoup de projets de recherche manipulent des données et souvent des données à caractère personnel, et les auteurs ou les chercheurs ne sont pas souvent sensibilisés ou conscients des risques qui peuvent survenir de cette manipulation. Donc, ce module est l'avant-dernier module qu'on va voir très rapidement. Donc, en sommaire, nous avons le premier point qui concerne les contrats de recherche. Donc, nous allons revenir sur quelques notions liées au contrat.
les types de contrats de recherche et le cas spécifique des contrats de recherche, nous allons aussi y revenir avec les différentes rubriques qu'on retrouve en général dans les contrats de recherche. Ensuite, les pièces contractuelles, notamment les annexes qui vont accompagner, on va dire, un contrat de recherche. Et en deuxième partie, nous allons voir surtout la notion de propriété intellectuelle, un peu plus dans les détails, mais je pense que nous allons survoler un certain nombre de points pour vous donner en tout cas le maximum d'informations, sachant que vous aurez les slides qui vont définir de façon beaucoup plus approfondie chacune de ces notions que nous allons survoler. Et enfin, dans la partie B, nous aborderons la notion de protection des données. Donc, ça, c'est aujourd'hui un élément fondamental parce que dans la plupart des appels à projets, les bailleurs, en tout cas, demandent même dans des rubriques bien spécifiques quelles sont les dispositions prises en rapport avec les données à caractère personnel, notamment si ces données sont collectées ou manipulées au cours de l'exécution de votre projet. OK. Donc, nous allons aborder la première partie, les contrats de recherche. Alors, un contrat d'abord de façon générale est défini comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Mais il y a un certain nombre de conditions pour qu'un contrat soit valide. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait le consentement des parties, il faut la capacité avérée aussi des parties, c'est-à-dire que chacun des éléments, en tout cas, chacun des parties contractants, on doit pouvoir vérifier s'il était en mesure en tout cas, ou faisait l'objet d'une mesure de protection. Je pense, par exemple, aux mineurs, par exemple, qui, dans certaines situations, ne pourraient pas, par exemple, signer un contrat. Donc, le contenu aussi doit être licite. Le contenu du contrat doit être licite et certain. Et pour que le contrat soit valide, il faut également qu'il y ait, que ça concerne, en fait, un but conforme à l'ordre public. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ces différents points. Donc, revenons sur les types de contrats de recherche. Nous en avons principalement 5. D'abord, les contrats de recherche. Donc, c'est entente des partenaires du consortium. D'accord? Ça concerne un soutien financier qui est offert ou en tout cas qui est offert à des chercheurs ou à plusieurs chercheurs, parce qu'un contrat de recherche peut concerner un seul chercheur, comme ça peut concerner plusieurs chercheurs, donc par un bailleur bien déterminé. Donc, pour effectuer une recherche dans un domaine particulier avec des obligations particulières. Donc, il y a ce qu'on appelle un contrat de collaboration de recherche. Celui-là est un peu plus différent du contrat de recherche, puisqu'en général, ce contrat de collaboration intervient entre les parties, disons, du consortium. Si on prend le cas du consortium d'hier qui a été mené par SPIR, on peut dire que par exemple SPIR va faire un contrat de recherche avec l'Union européenne et ensuite SPIR va élaborer des contrats de collaboration de recherche avec ses 8 autres partenaires du consortium. Donc, vous voyez un peu, et ce contrat de collaboration entre SPIR et ces 8 autres partenaires, parce qu'hier on avait 10 partenaires, mais finalement l'un s'est retiré, il restait 9. Donc, dans ce contrat de collaboration, ça peut faire l'objet, disons, d'un versement de fonds, on y reviendra, de SPIR vers ses partenaires. Donc, ça, c'est le cas de la rétrocession, disons, qu'on a vu. Ou bien, ça peut juste être un contrat de collaboration qui définit les modalités, en tout cas, de collaboration tout au long de l'exécution du programme. Alors, donc, ça, c'est un peu pour expliquer cette notion, la différence entre les notions de contrat de recherche et de contrat de collaboration de recherche. Ensuite, il y a les accords de confidentialité. Donc, je pense que c'est aussi une solution à l'une des questions posées sur le vol des idées, etc. Donc, SPIR pouvait aussi faire un contrat de confidentialité entre lui et ses partenaires, justement pour protéger les idées ou en tout cas les secrets industriels des uns et des autres.
Donc, pourquoi cet accord? Parce que la divulgation des informations confidentielles pourrait nuire à leur politique, en tout cas de protection et de valorisation surtout de leur patrimoine intellectuel respectif. Donc, c'est pour cette raison que ces types de contrats sont en général proposés. Ensuite, il y a un quatrième type de contrat, ce sont les accords de consortium pour la réalisation d'un projet scientifique. Donc, l'accord de consortium, on avait vu hier que ça intervenait, en fait, en termes de temps, en termes de temps, le contrat de recherche est établi en premier, par exemple, entre SPIR et l'Union européenne. Ensuite, le contrat de consortium pour la réalisation du projet scientifique est signé entre SPIR et ses partenaires. Ensuite, un contrat de collaboration de recherche sera signé pour des activités spécifiques et qui définissent, en tout cas, les conditions d'utilisation des ressources spécifiques liées à cette activité-là. Bon, maintenant, l'accord de confidentialité peut intervenir à tout moment, en amont ou en aval, en tout cas sur des aspects spécifiques qui seront définis. Donc, en particulier, dans certains projets de recherche, on peut aussi avoir des doctorants donc, qui interviennent. Et dans ce cas, il est nécessaire souvent de faire une convention d'accueil de doctorants. Bon, ça, on a souvent ces exemples-là dans nos universités africaines, mais souvent, c'est la charte des doctorants qui est signée pratiquement par tous les doctorants au moment de leur inscription. C'est une forme de convention ou de contrat, mais ce n'est pas vraiment une convention, mais on peut dire que c'est un contrat entre le doctorant et son institution d'accueil. Mais il y a la notion de convention d'accueil de doctorant qui est très utilisée dans le monde occidental aussi. OK, bon, juste pour revenir sur les éléments qu'on peut voir dans cette convention, c'est de définir les modalités de collaboration entre les parties pour la réalisation de la thèse de doctorat, mais ça fixe également les modalités d'accueil du doctorant dans les locaux de la structure accueillante. Donc, je sais que par expérience, ces conventions d'accueil de doctorants sont utiles, parfois même nécessaires pour des doctorants qui doivent, par exemple, voyager dans certains pays pour obtenir le visa ou quelque chose comme ça. Donc, après avoir survolé les différents types de contrats de recherche, on peut revenir en tout cas sur le cas particulier des contrats de recherche, qui sont des ententes institutionnelles et aussi de gestion de propriété intellectuelle, qui est une clause essentielle dans ces cas de figure. Donc, ces informations ont seulement pour but, on va dire, d'aider les chercheurs à se mettre en contexte et à mieux comprendre l'importance de certaines clauses du contrat. Dans cette rubrique, on va voir les différents chapitres qui apparaissent souvent dans un contrat de recherche. Donc, ce n'est pas forcément un cours, disons, de droit, mais c'est surtout pour vous sensibiliser sur les différentes rubriques. Alors, il est important que lorsque vous allez signer un contrat de recherche, surtout de soumettre ça au conseil juridique de votre institution d'appartenance, non seulement pour pouvoir lire et pouvoir valider, mais aussi pouvoir vous conseiller sur certaines clauses ou bien certains passages, comment les reformuler ou les négocier avec votre bailleur, surtout pour éviter des préjudices dans l'avenir. Donc, l'objectif vraiment, c'est de vous sensibiliser sur ces différentes rubriques. Donc, dans un contrat de recherche, on va trouver plusieurs rubriques, notamment l'objet de l'entente. Donc, ça, c'est ça qui commence le contrat. Par exemple, l'objet d'un projet, disons, d'un contrat de recherche peut être l'échange ou l'utilisation d'informations confidentielles, dans le cas d'un contrat de confidentialité, ou bien la réalisation d'un projet de recherche par l'université. Là, ça peut être un contrat de recherche. Mais l'essentiel, par exemple, ça peut être tout simplement l'objet de cette entente ou de ce contrat et la réalisation d'un projet de recherche, tout simplement. Ensuite, le sujet de la recherche va être exprimé dans la deuxième rubrique. Donc, au titre du projet, identification du chercheur qui est responsable de ce projet-là. Ensuite, intervient un autre sous-chapitre qu'on appelle les définitions. Parce que dans un contrat de recherche, plusieurs termes sont utilisés
Et il est important que ces termes soient définis pour éviter tout malentendu sur leur interprétation. Alors, en général, les clauses, le chapitre définition peut ne pas figurer dans le contrat, mais on peut mettre ça en annexe du contrat lui-même. Ensuite, il y a la section confidentialité. Donc, effectivement, parce qu'il est important de protéger l'information confidentielle du chercheur, la responsabilité de la protection de l'information confidentielle incombe aussi au chercheur qui est signataire de ce contrat-là. Donc, les clauses de confidentialité devraient toujours inclure des exceptions afin que ne soient pas considérées comme confidentielles parce que il faut quand même laisser une marge de manœuvre aux chercheurs ou bien aux partenaires du consortium. Et il y a certaines informations aussi, elles peuvent ne pas être considérées comme confidentielles. Par exemple, une information qui est connue de la partie signataire à laquelle elle est divulguée. Si vous dites à une personne que telle information rentre dans le champ des informations confidentielles à ne pas divulguer et que cette personne avait connaissance de cette information avant, donc on ne peut plus considérer ça comme étant de l'information confidentielle. Si c'est une information aussi qui est tombée dans le domaine public, elle ne peut plus être considérée comme de l'information confidentielle. Si aussi cette information par la suite a été obtenue par la personne signataire par une autre personne, pareil, voilà. Il y a aussi des informations qui peuvent ne pas être considérées comme confidentielles s'il y a une obligation par la loi, disons, de les divulguer. Voilà. Donc, je peux prendre un exemple. Par exemple, souvent, on parle des maladies à déclaration obligatoire. Par exemple, un médecin qui identifie une maladie a l'obligation, par exemple, de déclarer cette maladie à l'autorité sanitaire, etc. Bon, c'est un exemple en passant, mais il y a d'autres exemples encore beaucoup plus pertinents sur des informations qu'un signataire n'est pas tenu de garder secret parce que la loi lui impose de la divulguer. Ensuite, toujours dans le contrat de recherche, il y a une autre rubrique liée au financement et aux modalités de paiement. Par exemple, le contrat de recherche ou de collaboration de recherche, en tout cas, va identifier ou stipuler clairement quel est le montant du financement et comment cet argent va être reversé aux partenaires, en tout cas, ou bien aux bénéficiaires du projet. Par exemple, si vous avez gagné un projet de 1 million d'euros, donc il peut être stipulé que voilà, vous avez un projet, le projet est financé à hauteur de 1 million d'euros. À la signature du contrat, vous recevrez les 30%. À mi-parcours, vous recevrez les 50%. Et à la fin du projet, après validation de l'audit, vous allez recevoir les 20% restants. Ensuite, il y a une autre rubrique quand même importante qui concerne les rapports scientifiques et financiers. Donc, dans cette rubrique, va être stipulé au cours de l'exécution du programme quelles sont les échéances pour donner des rapports scientifiques et des rapports financiers à votre bailleur. Donc, ça peut être des rapports intermédiaires, ça peut être des rapports semestriels, ça peut être juste un rapport final. Mais dans tous les cas, il est écrit clairement comment le chercheur bénéficiaire du projet doit rendre compte de ses activités scientifiques et financières à son bailleur. Ensuite, il y a une autre partie liée à la propriété intellectuelle. Donc, cette partie est différente de la partie confidentialité. Donc, ici, dans cette partie, la définition de la propriété intellectuelle doit être claire. D'accord? Et définir aussi que la propriété intellectuelle antérieure qui appartient à une partie et qui sera utilisée. Donc, il faut lister, définir, c'est-à-dire lister toutes les propriétés intellectuelles qui appartiennent à chacune des parties signataires, d'accord, des propriétés antérieures et qui sera utilisées dans le cadre du projet. C'est pour éviter que ces propriétés intellectuelles soient considérées comme étant des PI obtenus au cours de l'exécution du projet.
Donc, mentionner dans quel cas aussi la propriété intellectuelle qui découle du projet pourra être considérée comme étant conjointe. Donc, on reviendra un peu sur ces notions de propriété intellectuelle conjointe ou bien qui a la propriété disons, de l'inventeur. Mais en général, la propriété intellectuelle issue des projets de recherche est habituellement la propriété de l'université quand il s'agit d'un contrat qui est signé par l'institution universitaire. Voilà. Il y a des situations où la propriété intellectuelle est conjointe, d'accord? Et il y a des situations où c'est à la personne qui a inventé, à qui appartient la propriété intellectuelle. Souvent, c'est le cas des doctorants, par exemple, qui sont en thèse. Ensuite, il y a une autre rubrique non négligeable qui concerne les publications. Mais en général, dans les publications, dans la rubrique publication, il est mentionné les conditions, en tout cas, de publication, c'est-à-dire que si c'est un contrat de recherche entre un chercheur et un bailleur, il peut juste être demandé au chercheur d'informer le bailleur avant toute publication pour éviter que, par exemple, des résultats qui peuvent faire l'objet d'un brevet soient versés dans le domaine public. Mais aussi quand il s'agit d'un contrat de collaboration de recherche. Là, il s'agit de partenaires scientifiques dans le cadre d'un projet de recherche. Souvent, il est demandé aussi, avant toute publication, de recueillir le consentement des autres membres du projet pour surtout permettre à chacun de faire valoir ses droits, en tout cas en termes de co-auteur dans le cadre de cette publication. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut préciser dans le contrat, mais en plus aussi, on peut préciser en fait les conditions, par exemple, de citation ou de remerciement vis-à-vis, par exemple, du bailleur. Dans beaucoup de contrats au niveau publication, et il est toujours stipulé que pour toutes les publications issues de ce projet de recherche, il faut systématiquement mentionner dans les sections remerciements que cette publication a été réalisée dans le cadre du projet, par exemple, DEA, financé par l'Union européenne. Ensuite, il y a d'autres rubriques comme les équipements qui sont acquis dans le cadre du projet, mais de façon générale, les équipements acquis dans le cadre d'un projet de recherche sont à la propriété de l'université ou de l'institution de recherche d'appartenance du chercheur. Donc, même si en général, les équipements, s'il s'agit par exemple d'ordinateurs portables ou de téléphones portables qui sont attribués à des chercheurs, mais ça reste à la propriété de l'université. Donc, si c'est des équipements lourds, mobilier de bureau, etc., tout ça, c'est à la propriété de l'université. Ensuite, il y a la partie garantie et responsabilité et indemnisation. Donc, ça, c'est des notions sur lesquelles, ou en tout cas, c'est une partie sur laquelle il faut vraiment consulter un juriste pour vous confirmer si les clauses proposées sont acceptables et ne vous exposent pas dans l'avenir à des préjudices. Donc, il y a aussi la durée du contrat qui est importante, très, très importante d'ailleurs, parce que souvent, c'est ça qui permet, par exemple, à votre responsable financier de pouvoir exécuter certaines dépenses, parce que souvent, si vous signez un contrat, on va dire pour 6 mois, vous indiquez la date de début à partir du 1er mai, si vous voulez exécuter une dépense le 25 avril, ça ne rentre pas dans la fourchette de la durée du projet et peut faire l'objet d'un rejet. Si toutefois vous faites la dépense, cette dépense peut ne pas être éligible au niveau de la phase d'audit. Donc, elle peut ne pas être validée et du coup, c'est une dépense à rembourser à votre bailleur, par exemple. Donc, c'est important toujours de prêter attention à la date de début et de fin du contrat qui doivent clairement être mentionnées, mais aussi surtout sur l'utilisation du budget. Est-ce que ça peut être utilisé uniquement dans cet intervalle de temps ou bien en amont ou bien en aval de cet intervalle? Donc, en termes de loi ou juridiction, ça, c'est en général en cas de litige, en fait, quelles sont les juridictions qui sont compétentes ou quelles sont les lois qui sont applicables. Donc, en général, c'est le pays qui héberge l'institution d'accueil
on va dire, du projet qui va prévaloir, mais c'est quelque chose qui est en général bon, discuté et une entente est trouvée pour, en tout cas, une meilleure gestion, en tout cas, de cette phase de litige si jamais elle intervient. Voilà. D'autres, si ça inclut plusieurs pays différents et qui ont des juridictions différentes, en général, on peut mettre les juridictions internationales compétentes donc, pour permettre à chacun d'être à l'aise en fait, dans le cadre de ce contrat. Donc, modification du contrat. Donc, là aussi, ça stipule quelles sont les conditions de modification du contrat. D'accord, ça aussi, c'est important. Par exemple, lorsque un partenaire quitte le projet, dans quelles conditions on peut modifier le contrat pour inclure un nouveau partenaire, etc. Résiliation aussi du contrat, dans quelles conditions les parties prenantes du contrat peuvent résilier le contrat, mais dans tous les cas, il est conseillé aux chercheurs, en tout cas, de s'assurer que le partenaire financier s'engage à assumer toutes les dépenses effectuées et engagées à la date de résiliation. Par exemple, un contrat de 3 ans. Si vous avez exécuté le projet, par exemple, au bout d'1 an et demi et pour une raison ou pour une autre, le contrat est résilié, il serait dommage que vous soyez appelé à rembourser les dépenses engagées ou exécutées, en tout cas consommées durant l'année et demie du projet. Mais bon, ça, en général, sur les contrats de recherche, les contraintes ne sont pas souvent assez fortes, sauf vraiment en cas de forte majeure. Donc, à vie, il est important d'inscrire les coordonnées exactes des représentants autorisés par les parties ou le contrat. Donc, à la fin du contrat, il y a ce qu'on appelle les pièces contractuelles ou bien les annexes. Et ces pièces contractuelles concernent la description détaillée des travaux, c'est-à-dire le projet de recherche lui-même qui a été soumis et qui a été accepté, et en annexe 2 du contrat de recherche. Ensuite, l'échéancier. L'échéancier, c'est le chronogramme des activités. OK, donc j'essaie de regarder les commentaires sur le chat pour voir s'il y a éventuellement un problème. OK, donc il n'y en a pas. OK, donc l'échéancier, c'est le chronogramme des activités, c'est-à-dire le déroulé, le planning des activités du projet et le budget. Donc, en général, ce sont les trois pièces contractuelles, mais vous pouvez aussi en avoir d'autres. OK, donc là, c'était en partie A, vraiment les notions générales sur les contrats de recherche et les différentes rubriques qu'on peut trouver dans les contrats de recherche. Donc, nous allons passer à la partie B sur la propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des droits exécutifs accordés sur les créations intellectuelles. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs formes de création intellectuelle, hein, et pourquoi il faut les protéger et comment surtout. Donc, parmi les créations intellectuelles, on a ce qu'on appelle le brevet. Donc, le brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Donc, c'est un produit ou bien un procédé. Donc, ça dépend des disciplines. Certains vont être à l'aise sur ces notions. D'autres, peut-être, ces notions peuvent leur être étrangères en fonction de leur discipline. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs types de propriétés intellectuelles qu'on va voir et peut-être pour lesquels certains vont plus s'identifier que d'autres. Donc, un brevet, c'est aussi une nouveauté sur le plan technique. C'est une activité inventive. Donc, il est considéré comme activité inventive, hein, quelque chose qui n'est pas immédiatement déductible par l'homme de l'art. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'une personne du commun des mortels peut assez facilement déduire ou savoir. Donc, c'est aussi quelque chose qui est susceptible d'avoir une application industrielle.
d'accord, et qui doit faire l'objet de dépôt. Enfin, pour qu'on parle de brevet, il faut qu'il soit déposé à l'OAPI auprès de structures en charge de l'enregistrement des titres de propriété intellectuelle. Donc, en général, il faut 12 mois pour l'obtention de cet enregistrement, d'accord, et offre au titulaire, en tout cas du brevet, des droits et obligations pendant 20 ans dans les pays membres de l'OAPI. Alors, pour la procédure de dépôt, donc je vais y passer rapidement. Hein, il y a, on va dire, plusieurs étapes. Hein. Il y a des canevas qui sont donnés pour renseigner la description sur le brevet, etc. Mais en particulier, il faut juste comprendre que les universités sont en général subventionnées sur le coût du dépôt du brevet. D'accord. Par exemple, sur les taxes, les universités sont exemptées de 50%, sont subventionnées de 50%, de même que sur les frais d'enregistrement, non, pas les frais d'enregistrement, mais surtout les annuités. Parce qu'un brevet, il y a des frais d'enregistrement, des taxes de dépôt, et chaque année, il y a aussi un coût à payer. Mais sur ces coûts-là, les universités, en tout cas pour ce qui nous concerne, ont un avantage avec une réduction de 50% sur ces coûts-là. Donc, au-delà du brevet, en termes de propriété intellectuelle, on a ce qu'on appelle la marque. Donc, c'est un signe distinctif qui peut être reproduit graphiquement et servant à distinguer un service ou un produit. Donc, il y a un exemple ici, mais vous avez, en faisant vos courses, rencontré beaucoup de produits avec une marque bien déterminée, une marque de voiture, une marque de téléphone portable, etc. Donc, de la même manière que pour les brevets, les marques doivent faire l'objet aussi de dépôts à l'OAPI ou bien au tribunal de commerce pour certains pays. Hein. Donc, les critères de recevabilité d'une marque, c'est qu'une marque doit être distinctive, licite et surtout disponible. Voilà. Donc là, en termes de validité, donc la marque est surtout valable une fois qu'elle est acceptée par la structure compétente pour 10 ans et renouvelable indéfiniment. Alors, en dehors des marques, il y a aussi ce qu'on appelle les dessins et modèles. Donc, c'est des créations à caractère ornemental. Donc, on s'intéresse surtout à la forme et non pas au style. On regarde aussi la visibilité et surtout, ce n'est pas l'idée ou la méthode qui est considérée au niveau des dessins et des modèles. Donc, ils peuvent aussi être considérés comme des dessins et des modèles, ce qu'on appelle des ornementations, les imprimés, mais aussi quelques dessins 2D, mais aujourd'hui aussi 3D. L'essentiel, c'est que si ces dessins ou ces modèles peuvent être reproductibles, alors ils rentrent dans cette catégorie. Donc, il y a également ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très caractéristique pour nous en tant que chercheurs, surtout sur le plan des publications. Je pense que beaucoup ont dû rencontrer disons, cette notion. Donc, les droits d'auteur permettent de protéger les œuvres de l'esprit. Donc, de façon générale, les chansons, les tableaux, les logiciels, surtout pour les informaticiens, les livres scientifiques, les publications, les bases de données. Donc, nous reviendrons sur la notion de base de données, qui est aussi une ressource qui peut faire l'objet d'une propriété intellectuelle. Donc, la particularité des droits d'auteur, c'est surtout son originalité. Donc, se distingue des œuvres préexistantes. Si je prends le cas d'une publication, ça doit être un résultat de recherche original qui va au-delà de l'état de l'art. D'accord? Voilà. Alors, il y a en général deux types de droits. Il y a le droit moral, donc qui reste à la propriété de l'auteur, mais il y a également ce qu'on appelle le droit patrimonial. Par exemple, lorsque vous faites une cession, disons, de droit, ou bien lorsque vous vendez une licence à quelqu'un. Si vous achetez une licence d'un logiciel, vous avez, on va dire, des droits sur ce logiciel-là, mais qui est encadré justement par la législation en termes d'usage, de réutilisation aussi. Et en termes de droit patrimonial aussi, on peut penser, par exemple, au droit qui peut être accordé, par exemple, à votre employeur sur des inventions que vous allez faire.
Donc, les droits d'auteur sont c'est un principe général applicable aux créations des salariés, fonctionnaires ou contractuels. D'accord. Donc, il y a les titulaires, en fait, diffèrent selon la nature de la création, hein, comme je le disais. Donc, pour résumer tout simplement, le contexte dans lequel la création a été faite peut déterminer le titulaire, disons, de ce droit d'auteur. Donc, par exemple, je parlais du cas des projets de recherche dans les universités où les propriétés intellectuelles appartiennent à l'institution, appartiennent à l'université. Mais il y a également, par exemple, dans le cas de certaines entreprises, par exemple privées, si vous avez fait une découverte qui est dans le cadre de vos missions dans cette entreprise, cette découverte ou ces droits d'auteur peuvent appartenir à votre employeur, ou bien quand vous êtes un agent disons, de la fonction publique, ou bien un stagiaire dans une structure. Mais nous y reviendrons parce que tout dépendra en fait des stipulations qui vont apparaître dans le contrat. Voilà. Donc, il y aura des contrats avec mission inventive et des contrats hors mission inventive. Donc, qui permet, lorsque dans le premier cas avec mission inventive, s'il y a des découvertes, s'il y a des droits d'auteur, ils appartiennent à votre employeur. Si c'est un contrat de travail sans mission inventive, s'il y a des découvertes, c'est à la propriété de l'inventeur. Il y a le cas des doctorants, notamment leurs résultats de thèse en général et à la propriété du doctorant, à condition qu'il y ait dans la convention d'accueil de doctorant des stipulations, on va dire, claires sur le transfert de ces droits d'auteur à son institution d'appartenance. OK, donc il y a d'autres cas particuliers, mais on va passer rapidement sur les créations de l'étudiant en particulier, hein, par exemple, ou bien d'un employé de façon générale, mais sur le cas particulier des étudiants, que ce soit un étudiant salarié, parce que là, c'est aussi, ça dépend de la législation du pays d'exercice de cette mission d'étudiants. Parce que souvent, certains étudiants, ils sont salariés. Par exemple, dans le cadre d'une convention de thèse, ils sont salariés du labo ou bien salariés d'une entreprise partenaire de la thèse, parce que de plus en plus, il y a des thèses qui sont faites en collaboration entre les structures universitaires et le secteur industriel. Donc, quelque chose dont nous faisons la promotion dans le cadre du programme ES Partner. Donc, pour un salarié, un étudiant salarié, le régime des inventions peut être donc mission ou hors mission. Donc, si c'est un boursier assimilé à un salarié, alors c'est un régime des inventions de mission ou hors mission. D'accord? Mais si c'est un boursier non salarié, alors les inventions sont à la propriété de l'étudiant. Donc, c'est pareil pour les stagiaires. Et pour les étudiants sans statut particulier, l'étudiant est propriétaire ou copropriétaire de l'invention. Voilà. Mais dans tous les cas, la référence, c'est surtout le contrat de recherche. C'est le contrat. Par défaut, il y a des dispositions générales, mais il peut être stipulé vraiment des dispositions spécifiques liées au droit d'auteur ou à la propriété intellectuelle. Alors, il y a aussi des droits d'auteur sur les thèses et les dissertations. Donc, ça peut être des thèses ou des mémoires de master, etc. Voilà. Donc, toutes les thèses et dissertations des étudiants, ainsi que les œuvres découlant, publications, communications scientifiques, etc., donc, sont considérées comme des travaux intellectuels, donc exemptés au titre de l'enseignement. D'accord? Donc là, par conséquent, les étudiants sont titulaires des droits d'auteur sur leurs travaux. Sous réserve, comme je le disais tout à l'heure, de la concession d'une licence à titre gracieux à son institution d'appartenance. Mais par défaut, les thèses de dissertation, c'est-à-dire publications et autres, sont à la propriété de l'étudiant. OK. Bon, ça, je pense qu'on a
Mais dans le cas particulier, surtout au niveau du dernier point, donc si une licence, par exemple, concédée par un étudiant à son institution d'appartenance existe, donc cette licence-là est en vigueur, même dans le cas où l'étudiant va quitter l'institution de recherche. Hein. Donc ça, c'est juste un cas particulier à mentionner. OK, donc l'Institut de recherche ou l'université, dans la plupart des situations également, exige des copies des thèses ou des dissertations. Donc ça, je pense que pour tous les collègues qui sont dans le webinaire et qui ont fait la thèse, il y a eu des obligations de déposer des copies de la thèse qui vont être exposées à la bibliothèque. Mais il peut arriver que dans des contrats bien spécifiques, que la dimension confidentielle des travaux soit stipulée, de sorte que, par exemple, la thèse ne va pas être exposée au grand public. Voilà. Donc, c'est pourquoi certaines thèses même peuvent faire l'objet, ou mémoires peuvent faire l'objet d'une soutenance à huis clos pour éviter que, par exemple, certaines informations puissent être divulguées. Donc, toujours en termes de propriété intellectuelle, en plus des dissertations et des thèses, on a ce qu'on appelle des logiciels. Donc, ça, c'est plus dans le contexte informatique, mais un logiciel, comme vous le savez tous, hein, vous utilisez, par exemple, Microsoft Office, ou bien vous utilisez, je ne sais pas, Zotero pour la gestion de votre bibliographie, etc. Donc, ce sont un logiciel et c'est des écrits, en fait, dans un programme, dans un langage de programmation, d'accord? Je ne reviendrai pas vraiment dans les détails hein, de ce que c'est qu'un programme informatique, hein, parce que certains d'entre vous ne comprendraient pas ce que c'est compilé en code machine, etc. Voilà, mais considérez un logiciel comme les applications que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos ordinateurs ou bien dans vos téléphones. Et très certainement, vous vous êtes rendu compte que certains logiciels sont payants et d'autres sont gratuits. Alors, on parle de logiciels de licence libre, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser sans payer, mais qui sont aussi open source, c'est-à-dire le code qui a permis même de générer ce logiciel, vous pouvez y avoir accès et le modifier. Mais il y a aussi un certain nombre de principes qui encadrent même les licences libres de logiciels ou les licences open source. En général, par exemple, ça peut concerner, alors, sur cette diapo, par exemple, l'utilisation de la licence. Par exemple, on peut vous dire, OK, vous pouvez télécharger ce logiciel, mais vous ne pouvez l'exécuter que sur un seul ordinateur. Vous pouvez réutiliser mon code informatique pour créer un autre logiciel, mais dans ce cas, le code qui résulte de votre création doit aussi rester libre pour que d'autres puissent l'utiliser. On peut vous dire, vous pouvez réutiliser mon code pour créer un logiciel, mais le logiciel qui en découle doit aussi être libre, etc. Donc, il y a un certain nombre de principes sur les licences, parce que pour ce qui concerne les logiciels, c'est surtout les licences qui font l'objet de contrats. Donc, les licences vont stipuler ces éléments-là assez clairement. Donc, voilà, donc ça, c'est, je l'ai déjà dit clairement. Donc, revenons sur la licence de brevet. Donc, l'objectif de cette partie, c'est surtout de vous donner, en fait, les rubriques qui peuvent intervenir, en fait, lorsque vous vendez un brevet, d'accord? Lorsque vous faites un contrat de cession, d'accord, d'un brevet ou bien d'un logiciel ou bien de droit d'auteur ou en tout cas d'une propriété intellectuelle de façon générale. D'accord? Donc, une licence peut être simple ou bien exclusive. Donc, là, exclusive dans le cadre où vous vendez ça à une seule personne, vous ne pouvez plus vendre ça à une autre personne, par exemple, etc. Donc, il y a plein de dispositions qui peuvent être concernées par ces contrats de cession de droit ou de propriété intellectuelle. Donc, dans un contrat de cession, il y a un formalisme et des formalités. Par exemple, les conditions de validité des contrats, ça peut être brevet, marque, droit d'auteur, etc. Mais surtout, il y a un certain nombre de terminologies qui apparaissent souvent dans ces contrats, notamment les parties.
Donc, il faut rappeler le vocabulaire, il faut définir le vocabulaire et rappeler certaines choses. Par exemple, les parties concernent le concédant, c'est-à-dire le titulaire du brevet ou le copropriétaire qui concède le brevet à une autre partie. Et le licencié, c'est toute personne physique ou morale ayant la capacité de contracter et qui bénéficie de la licence, donc la personne qui achète. Donc, il y a les capacités juridiques à vérifier à chaque fois avant, disons, la cession, avant d'établir un contrat de cession. Par exemple, la capacité juridique à engager à son nom. Par exemple, moi, si je vends un brevet qui ne m'appartient pas ou bien que je partage avec d'autres personnes, donc, vérifier aussi l'existence de la structure et aussi l'assise financière, surtout du licencié, disons, sa capacité à payer en tout cas les droits liés à cette cession. Donc, dans un contrat de cession, on a plusieurs parties. Donc, je vais juste regarder l'évolution de l'heure. OK. Donc, on est bon. Donc, dans un contrat de cession, on a plusieurs parties. On a le titre. Donc, en général, c'est licence de brevet, savoir-faire ou licence de communication, licence de droit d'auteur, etc. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler, et qui est facultatif, mais qui est essentiel, le préambule. Parce que le préambule permet de situer l'accord dans son contexte. Par exemple, mettre en exergue l'intention, les capacités et les attentes des parties. Donc, c'est un indice primordial pour le juge en cas de conflit, hein, parce qu'en général, c'est le contexte même qui est regardé en premier, donc avant d'interpréter, on va dire, les clauses qui vont suivre. Donc, toujours comme le contrat de recherche, donc je vais survoler rapidement ces différentes parties. Toujours comme le contrat de recherche, on aura des définitions des termes qui sont utilisés dans le contrat de cession. Il y aura également les annexes donc, qui font partie intégrante de ce contrat de cession, etc. Alors, donc, les annexes peuvent concerner, par exemple, l'objet licencié lui-même. Par exemple, si vous faites un contrat de licence sur un logiciel, il faut qu'à ce contrat de cession soit, par exemple, annexé le code source même du logiciel, par exemple. Voilà. Donc, il faut l'objet de la licence. Il y a, on va dire, il faut le périmètre du contrat, par exemple, le territoire géographique, le domaine d'application, l'exclusivité, est-ce que c'est absolu ou relative, les droits ou pas de sous-licenciés, ça aussi c'est important. J'en ai parlé tout à l'heure des logiciels. Est-ce que si tu achètes un brevet, tu peux le revendre, ou est-ce que tu achètes un logiciel, tu peux le revendre, etc. Voilà. Donc, en cas d'exclusivité, donc il y a l'exclusivité relative donc, qui revient, on va dire, seulement au licencié, c'est-à-dire à la personne qui achète, et que le détenteur même du brevet n'a pas le droit de le revendre. Mais il y a ce qu'on appelle une exclusivité absolue, c'est-à-dire que le concédant, celui qui détient l'œuvre, s'interdit lui-même d'utiliser la technologie. Donc, ça se voit souvent hein, aujourd'hui dans le cadre des publications. Souvent, avant les publications, les maisons d'édition vous demandent de signer des contrats de cession de droits d'auteur. Et en général, vous-même, vous n'avez pas le droit de télécharger votre propre article au niveau de la plateforme disons, au niveau de la plateforme même de la maison d'édition. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à votre propre article, vous êtes obligé de le payer vous-même. Donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous êtes même interdit d'utiliser votre propre production. Donc, le savoir-faire, donc pour les cas particuliers des licences de savoir-faire, le savoir-faire dans le contexte juridique est très précis. Hein, donc, c'est un secret formalisé, mais aussi substantiel. Mais bon, ça, c'est des aspects sur lesquels il faut vraiment être accompagné par un juriste pour être précis à ce niveau-là. Ensuite, pour les contrats de cession, il y a également une durée, d'accord? Il y a également les conditions d'exploitation, disons, du brevet.
Donc, je vais passer rapidement sur les rubriques parce qu'il y en a pas mal. Donc, il y a suivi de l'exploitation. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous vendez un brevet à un industriel, donc il y a la possibilité de suivre l'exploitation de ce brevet. Par exemple, si vous vendez le brevet, c'est pour aussi pouvoir y gagner quelque chose. Donc, si le licencié, celui qui l'a acheté, par exemple, n'est pas en mesure de l'exploiter, vous avez la possibilité de récupérer la technologie, par exemple, et de vendre ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il y a les conditions financières, soit c'est des sommes forfaitaires ou bien c'est des redevances qui sont versées au propriétaire, en tout cas au concédant du brevet. Donc, il y a des notions liées aussi à la propriété intellectuelle, donc remboursement des frais déjà faits là, parce que la propriété intellectuelle a été enregistrée au niveau, un brevet qui est enregistré à l'OAPI, on peut mettre dans le contrat, est-ce que le licencié va rembourser le concédant les frais d'enregistrement ou bien est-ce qu'au cours, au moment de vendre le brevet, il y avait déjà des dépenses déjà engagées, est-ce que pour finaliser l'enregistrement, c'est au concédant de finaliser l'enregistrement ou bien est-ce que c'est le licencié, celui qui achète l'œuvre qui doit finaliser cela. Donc, il y a des garanties qui sont aussi stipulées dans le contrat. Donc, il y a les lois applicables, comme j'en ai parlé dans les contrats de recherche, la langue et la gestion des conflits. Parce qu'en général, un contrat peut être fait dans plusieurs langues, en anglais ou en français. Et en général, même si ça existe dans plusieurs langues, il est stipulé qu'en cas de conflit, c'est la version, par exemple, française qui prévaut. Donc, il y a le suivi de la licence et ensuite le licencié lui-même. Bon, ça, c'est surtout en termes disons, de suivi. Nous reviendrons sur la notion de suivi même de façon générale dans le module suivant. Mais il est important de suivre la vie de la licence. Donc, il est recommandé de faire un point, par exemple, régulièrement entre le licencié et le concédant. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas vraiment... vous ne vendez pas et puis après, vous partez. Il y a vraiment un lien parce que celui qui l'achète souvent a des redevances à verser à l'inventeur. OK. OK. Ensuite, il y a la session sur les définitions. Comme on en avait parlé au niveau du contrat de recherche, les définitions peuvent être à l'intérieur du contrat ou bien en annexe. Il y a aussi des notions de pénalité de retard. Hein. Donc, par exemple, comme je le disais, si vous vendez l'œuvre ou bien si vous concédez l'œuvre à quelqu'un qui doit vous reverser, on va dire, quelque chose, donc s'il y a un retard, donc ça peut être stipulé au niveau du contrat, quelles sont les pénalités à appliquer sur ces retards. OK. Donc, il y a aussi une dernière clause, hein, le droit à la préemption, donc un droit légal contractuel qui est accordé à des personnes privées ou publiques d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne. Bon, en fait, ça, pour le résumer tout simplement, mais il faudrait préalablement une déclaration d'intention. Hein. Par exemple, vous pouvez être en train de créer un logiciel. Par exemple, quelqu'un il est intéressé, il peut établir une déclaration d'intention avec vous, ce qui lui donne en fait le droit d'être le premier client en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini l'œuvre, vous n'avez pas le droit de vendre ça à quelqu'un d'autre ou de discuter avec quelqu'un d'autre sans pour autant avoir discuter préalablement avec celui qui détient ce droit de préemption, avec qui vous avez convenu de lui vendre l'œuvre en priorité. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très important à prendre en compte dans ces cas de figure-là. OK. Donc, enfin, dans cette partie liée au contrat de cession, il y a des rubriques concernant l'identification des droits cédés. Donc, le cédant cède au concessionnaire les droits patrimoniaux attachés à l'œuvre et notamment les droits de la reproduire.
d'accord, et ou de la représenter, de l'utiliser, de la diffuser. Donc voilà, ça définit vraiment quels sont les droits qu'on accorde aux concédants sur, enfin pardon, quels sont les droits qu'on accorde au licencié, donc celui qui achète l'œuvre, sur disons, la propriété intellectuelle qu'on est en train de lui concéder. Donc, il y a le mode d'exploitation également qui est stipulé, ainsi que les rémunérations. Voilà. Donc, les rémunérations, ça peut être exprimé sous forme de pourcentage des recettes, ou bien ça peut être aussi calculé sur la base du prix de vente du produit, ou bien être tout simplement une somme forfaitaire. Voilà. Donc, dans cette sous-partie-là, on était en train de voir en réalité, on a vu les notions de propriété intellectuelle qui sont les brevets, les logiciels, les thèses, les droits d'auteur, etc. Mais dans cette partie que nous venons de définir, c'est surtout les rubriques qu'on peut retrouver dans un contrat de cession. C'est-à-dire, vous détenez une propriété intellectuelle et vous voulez céder cette propriété intellectuelle à une autre partie. Et là, il y a aussi un contrat à mettre en place, et ce contrat a un certain nombre de rubriques pour lesquelles il faut être conscient, il faut les comprendre, il faut aussi se faire accompagner par des personnes habilitées, surtout pour pouvoir les renseigner clairement, disons, pour en tout cas tirer profit de tous les avantages de ce contrat-là ou bien de cette vente. Donc, pour finir cette partie, nous allons aborder la notion de protection des données, d'accord, au niveau de la contractualisation, parce que c'est aussi un élément important dans le cadre de la recherche ou des projets de recherche. Donc, les données, on va aborder en fait 3 parties. Ce qu'on appelle les données à caractère personnel, les bases de données, donc je vais revenir sur les 3 parties. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est toute information de quelque nature qu'elle soit, et indépendamment de son support, y compris les sons, l'image, la vidéo, d'accord, qui est relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Donc, par référence à un numéro d'identification ou à plusieurs autres éléments spécifiques propres à son identité. Donc, son identité physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou bien économique. Par exemple, on a le nom de famille, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, les numéros de carte bancaire, par exemple, une plaque d'immatriculation de son véhicule, une empreinte digitale, un prélèvement, bien l'ADN tout simplement, une photo, etc. Toutes ces informations peuvent être considérées comme des informations à caractère personnel. Et en général, il peut arriver dans le cadre de nos études ou dans le cadre de nos recherches que l'on collecte des données et que parmi ces données à caractère personnel figurent. Alors, quelles sont les dispositions à prendre? Les dispositions à prendre, c'est qu'en général, dans le cadre des recherches, s'il est prévu de collecter et de manipuler ou traiter, j'ai dit traiter de façon générale, que ce soit avec l'outil informatique ou par d'autres moyens, des données à caractère personnel, il faut une déclaration préalable auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Alors, dans les pays, dans beaucoup de pays, ils ont des organes différents, mais si je prends le cas du Sénégal, on a ce qu'on appelle la commission des données personnelles, donc auprès de qui il faut faire souvent ce genre de déclaration. Mais pour ce qui concerne, par exemple, souvent des échantillons médicaux ou des études dans le domaine médical, souvent, il y a ce qu'on appelle la commission d'éthique et de déontologie qui est en général sollicitée pour avoir l'autorisation de faire les recherches sur ces données à caractère personnel. Donc, les traitements dispensés des formalités de déclaration préalable, il y en a quelques-uns, donc notamment lorsque celles-ci sont utilisées par une personne physique que dans le cadre exclusif de ses activités professionnelles, domestiques ou familiales. D'accord? Donc, dans ces cas de figure, vous êtes autorisé à collecter ces données. Par exemple, souvent, vous vous rendez dans un bâtiment administratif, on prend votre pièce d'identité, on enregistre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et ainsi de suite.
mais ça reste des données utilisées exclusivement dans le cadre, disons, des activités administratives. Donc, les traitements soumis à une autorisation préalable de l'autorité, donc avant toute mise en œuvre, incluent en fait des données génétiques médicales, parce que souvent, il n'y a pas d'exception pour certaines données. Par exemple, tout ce qui est données génétiques, données médicales, c'est systématique, hein. Donc, il y a aussi les données relatives aux infractions, aux condamnations, aux mesures de sûreté prononcées par les juridictions. Donc, il y a aussi tous ces numéros d'identification, parce que c'est des données essentielles lorsque vous les détenez. Elles vous permettent pratiquement d'identifier de façon unique, disons, des personnes. Mais par exemple, le nom de famille seulement peut ne pas être une donnée déterminante en fait, pour retrouver l'identité d'une personne. Mais pour des données vraiment déterminantes, comme les numéros d'identification ou des numéros de téléphone, en général, les traitements sont soumis à une autorisation préalable. Voilà. Donc, il y a aussi les données biométriques, ou bien d'autres données qui ont un motif d'intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Donc, la demande d'autorisation qui peut la faire, en général, c'est le responsable du traitement ou bien son représentant légal. Voilà. Mais néanmoins, cette autorisation n'exonère pas la responsabilité à l'égard des tiers. Voilà. Par exemple, si vous traitez les données, si vous êtes autorisé à les traiter, s'il y a on va dire conséquences, cela ne vous exonère pas des conséquences juridiques qui peuvent en découler. Donc, toujours en ce qui concerne les données à caractère personnel, donc la protection des renseignements personnels d'un sujet, surtout dans le domaine de la santé, est quelque chose de primordial. Toutes les parties conviennent à se conformer aux lois applicables relativement à la protection des renseignements personnels, puisque ces parties protection des données personnelles entrent aussi dans le cadre du contrat. Donc, si vous le signez, vous adhérez aux dispositions, en tout cas légales, mais aussi aux dispositions qui sont stipulées au niveau du contrat. Donc, la protection s'applique à beaucoup d'éléments, notamment aux échantillons ou bien au matériel biologique qui font l'objet de l'étude, surtout dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc, pour terminer sur les données à caractère personnel, il y a un sous-ensemble qu'on appelle les données sensibles. Donc, les données sensibles, ce sont les données surtout qui peuvent faire l'objet d'une discrimination à plusieurs niveaux, hein. Par exemple, souvent, les données médicales peuvent faire l'objet de discrimination auprès des entreprises d'assurance médicale, par exemple, etc. Donc, sont considérées comme données sensibles l'origine raciale ou ethnique d'une personne, l'orientation sexuelle d'une personne, les convictions religieuses ou philosophiques d'une personne, les opinions politiques, les opinions syndicales, l'état de santé d'une personne, les données biométriques, les données génétiques, mais aussi les condamnations pénales et les infractions. Donc, celles-ci sont considérées comme étant des données sensibles et en général, ce sont des données qui font l'interdiction systématique d'être collectées, sauf vraiment autorisation particulière. Donc, avant-dernière rubrique, donc ce qu'on pourrait appeler les bases de données. Donc, les bases de données sont aussi, peuvent être considérées comme des œuvres ou bien comme des propriétés intellectuelles. Donc, une base de données, c'est quelque chose qui, en général, est, on va dire, une base de données, c'est quelque chose qui est en général en lien avec l'informatique, mais ça va au-delà. Hein, ça va au-delà. Vous pouvez constituer une base de données de la liste des pays d'Afrique. C'est une base de données. Vous le faites sur un papier, sur un support papier, ça reste une base de données. Mais de façon générale, une base de données, c'est un recueil de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique, individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par d'autres moyens, d'accord, comme je le disais tout à l'heure. Donc, à quelles conditions les bases de données sont-elles protégées par le droit d'auteur? Donc, si le choix ou la disposition des éléments de la base de données ont un caractère original, donc la protection au titre de droit d'auteur peut être appliquée à cet aspect.
Donc ça, je pense que dans le domaine biologique ou dans d'autres domaines, hein, il y a plein de bases de données, notamment ceux qui font médecine. Si vous allez sur PubMed ou sur des plateformes en ligne, vous pouvez retrouver des bases de données ou la classification des espèces ou des choses comme ça. En tout cas, qui présentent un caractère original et qui font l'objet qui peuvent faire l'objet en tout cas de droits d'auteur. En tout cas pour leur auteur. Donc, l'auteur d'une base de données, c'est le premier titulaire du droit des données, donc le fabricant, celui qui prend l'initiative d'obtenir, de vérifier et de présenter le contenu de la base de données et qui assume les risques d'investissement à ces fins. Donc, il y a un exemple ici sur donc, la définition relative aux droits d'auteur hein, dans le droit ivoirien. Donc, les droits patrimoniaux sur un programme d'ordinateur ou sur une base de données créée par un auteur employé en exécution, soit d'un contrat de travail, soit d'un contrat d'entreprise, appartiennent à l'employeur ou au maître de l'ouvrage, sauf convention contraire. Donc, ça, c'est en général ce qui a été dit précédemment sur les contrats donc avec mission inventive. Mais en général, dans la fonction publique ou dans certaines structures, les résultats, en tout cas scientifiques, les productions scientifiques sont à la propriété de l'employeur ou du maître d'ouvrage. Donc, enfin, ce qu'on peut appeler les questions éthiques, et les engagements. Donc, souvent, c'est des contrats qui peuvent être signés par un employé au moment de son recrutement. Donc, souvent, par exemple, quand vous allez dans un labo, d'accord, on peut vous faire signer, par exemple, un contrat, disons, d'utilisation des ressources informatiques. Par exemple, qui vous dit quel type de site vous n'avez pas le droit de consulter, etc. etc. Voilà. Mais aussi, dans les questions éthiques et engagement, aussi, et stipuler les obligations vis-à-vis de l'employeur. Par exemple, vous devez déclarer votre invention à l'employeur via la déclaration d'invention. Par exemple, il vous dit, au cours de votre travail, si vous découvrez de nouvelles choses, vous devez les déclarer à l'employeur. Bon, mais ça, encore une fois, ça dépend de la nature du contrat. D'accord? Si c'est un contrat avec invention de mission, un contrat avec invention hors mission attribuable, ou bien un contrat avec invention hors mission non attribuable. Donc, voilà en gros les quelques notions juridiques qu'on voulait partager avec vous, surtout pour vous sensibiliser sur les éléments en rapport avec un contrat de recherche et les éléments en rapport avec un contrat de cession de propriété intellectuelle auxquels vous devriez prêter attention au cours, en tout cas, de la mise en œuvre ou de la conduite de vos projets de recherche. Voilà, pour éviter tout désagrément. Donc, nous remercions Alain Keita, qui est expert juridique et qui a produit cette formation pour nous. Et pour toute autre information, vous pouvez nous contacter, Grégory Gio, Gaussou Kamara et Mamadou Diallo. Et là, je vous laisse la main. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le menu Q&R. Merci de votre aimable attention. Alors, je ne sais pas si Grégory est là. Donc, sinon, je vais prendre directement les questions sur le chat. Oui, Mamadou. bonjour professeur, ça va bien? Oui, très bien, merci Mamadou. Ouais, donc j'ai l'impression que Grégory n'est pas là. En tout cas, il a son micro muté. Donc, on peut aller directement sur les questions à partir des Q&A, questions-réponses. Je peux lire les questions ou tu peux aller directement, c'est comme tu veux.
Je te laisse sélectionner quelques questions. D'accord. Alors, donc, on n'a pas beaucoup de questions. Donc, on va commencer par la première qui est de Kwaku Guy, qui dit, parlant du droit d'auteur, nos universités ont-ils ce droit de mettre en ligne les mémoires de master et thèse? Première question. Deuxièmement, bonjour professeur, en ce qui concerne la bourse de Je vais l'étudiant. prendre peut-être cette question. Je vais prendre question par question. Ok, allez-y. Tu peux répéter la première, s'il te plaît? Alors, la première dit que, parlant du droit d'auteur, est-ce que nos universités ont le droit de mettre en ligne les mémoires de master et de thèse? Alors, comme je le disais, en général, les mémoires de master et de thèse sont à la propriété de, disons, de l'étudiant, sauf convention ou bien stipulation contraire. Mais les universités ont quand même le droit disons, de publier ces documents-là. Mais encore une fois, en amont du travail, si, on va dire, l'étudiant indique clairement que ce travail, par exemple, rentre dans le cadre disons, d'un travail confidentiel, dans ce cas, l'université, il peut y avoir un contrat spécifique, d'accord, qui fait que l'université n'aura pas la possibilité de mettre en ligne ce mémoire-là ou cette thèse-là. Au cours également de la réalisation du mémoire ou de la thèse, donc s'il y a des découvertes qui peuvent faire l'objet, en tout cas de brevets ou de propriété intellectuelle à protéger et qui n'est pas encore protégée, l'étudiant ou le doctorant peut aussi demander à son institution d'appartenance de ne pas publier la thèse ou le mémoire afin d'éviter que disons, ces propriétés intellectuelles soient divulguées. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans le cadre d'un mémoire de master d'un étudiant encadré, où les données concernées par ce mémoire étaient des données extrêmement sensibles. Et cela a été même la raison pour laquelle la soutenance s'est déroulée à huis clos et ce mémoire n'a pas été déposé au niveau de la bibliothèque pour être accessible par d'autres personnes. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas risqué de faire ce genre d'études dans ce cas? Non, c'était juste une question à moi. Donc, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est pour les questions juridiques. Est-ce que c'est la juridiction du pays du bailleur qui est mise en avant ou celle du pays du chercheur contractant? Alors, c'est très compliqué. En tout cas, de mon expérience personnelle, en général, c'est le pays du bailleur. C'est le pays du bailleur qui est mis en termes de juridiction. Maintenant, ça, en général, c'est dans le cadre des contrats de recherche. Souvent, je sais que on a eu 2 cas de figure avec 2 pays européens différents. Donc, l'un des premiers contrats, on ne l'a pas eu parce que nos autorités ont refusé de signer parce qu'ils disaient que en cas de litige, le litige est réglé dans les institutions ou les juridictions du pays bailleur, notre université n'aurait pas les moyens d'engager les frais, par exemple, d'un avocat ou des déplacements éventuels vers ce pays-là. Donc, ce contrat de recherche, on l'a perdu. Et un deuxième exemple aussi, c'est que il y a un autre contrat qu'on a signé, mais on a voulu faire changer le droit applicable, les juridictions applicables, mais le bailleur a refusé. Bon, compte tenu peut-être de la nature du contrat et de plein d'autres choses, bon, on était finalement obligé de signer le contrat en laissant la juridiction du pays du bailleur s'appliquer. Voilà.
Mais lorsqu'il s'agit, comme je le disais, d'un contrat de collaboration de recherche entre plusieurs chercheurs, là, si c'est des chercheurs qui se situent dans deux pays différents, voilà, en général, c'est le pays de l'exercice de l'activité de recherche, en fait, qui peut être mentionné. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va prendre la question de M. Kaloga. Mais Il ce que je dit, en voulais dire, l'occurrence, Mamadou, qui fait sa recherche dans un laboratoire et il a été financé par un bailleur. En cas de brevet, à qui appartient ce brevet? Je reprends la question. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, j'étais bien entendu. Alors, il fait une recherche dans un laboratoire, donc il a un contrat de travail avec ce laboratoire. Donc, le brevet, l'appartenance du brevet dépend de ce qui a été stipulé dans le contrat de travail. Si c'est un contrat de travail avec mission inventive, ou bien si c'est un contrat de travail avec mission non inventive, etc., etc. Donc, si c'est avec mission inventive et que c'est stipulé clairement que les résultats des inventions appartiennent à l'employeur, et c'est souvent le cas, les résultats des inventions où le brevet appartient à l'employeur. Merci beaucoup. La question suivante est celle de Boubacar Kamara. S'il arrive qu'après soumission, votre projet n'est pas retenu, quelques années plus tard, vous rencontrez un groupe qui déroule le même programme que le vôtre. Donc, suspect de copier-coller, juridiquement, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, c'est se plaindre auprès du bailleur à qui vous aviez soumis votre projet. Je pense que Grégory avait répondu à ce genre de questions le premier jour. En fait, il n'y a pas vraiment une disposition ou un outil spécifique qui va vous permettre de réclamer votre idée. Mais bon, vous pouvez tout de même vous plaindre auprès du bailleur et signaler que le projet que vous avez soumis a été identiquement mis en œuvre ou en tout cas exposé par quelqu'un d'autre par ailleurs. Voilà. Mais souvent, c'est très difficile de le démontrer. Souvent, c'est très difficile de le démontrer. Mais encore une fois, sa question, elle est précise. C'est lorsque c'est tel quel. Mais souvent, c'est ça la difficulté parce que les idées, on peut les avoir. En tout cas, n'importe qui peut avoir une idée et les idées peuvent se ressembler. Voilà. Mais si vous jugez que un tel projet ressemble presque à 100% à un projet que j'ai soumis, pour moi, la seule recommandation, c'est de se soumettre, de se plaindre auprès du bailleur et de voir, ou bien de demander conseil à votre, disons, à vos services juridiques de votre université. Voilà. Merci encore une fois. Les questions viennent et deviennent de plus en plus intéressantes et concentrées sur les bases de données. Alors, on va commencer par cette première question sur les bases de données. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions une base de données rendue publique est exploitable par quelqu'un autre que son auteur? Mais déjà, le fait de rendre public règle le problème. Donc, si la base de données est rendue publique veut dire que on peut l'exploiter. Mais encore une fois, c'est très important, dans la notion de public, il y a les conditions d'exploitation. Donc, souvent, on télécharge des logiciels gratuits ou bien des bases de données, disons, gratuites sur Internet. On retrouve beaucoup de bases de données sur Internet dans des plateformes en ligne, Kaggle, etc., PubMed, etc. Mais vous pouvez les utiliser gratuitement. Vous pouvez les utiliser. Mamadou, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien. Okay. Donc, il y a quelqu'un sur le chat qui signalait Oui, qui dit qu'il a perdu le son. Je pense que c'est lié à son ordi. D'accord, d'accord. Donc, ce que je disais, c'est que si c'est rendu public, la personne peut l'utiliser.
Maintenant, les conditions d'utilisation, même une base de données rendue publique sur Internet, il y a toujours les conditions d'utilisation, de réutilisation ou de reproduction qui sont précisées. Et c'est là où il faut regarder. Est-ce que vous avez le droit de revendre un produit issu de la réutilisation de cette base de données ou pas? Mais sinon, si c'est seulement utilisé dans le cadre de vos travaux, vous pouvez l'utiliser dans la mesure où c'est rendu public. Alors, je voudrais juste revenir, ajouter quelque chose par rapport à cela. Aujourd'hui, lorsque vous publiez un article, on vous demande certaines bases de données ou certains journaux tels que PLOS ONE, par exemple, là où j'ai publié, ils vous demandent de rendre disponibles les données sur lesquelles vous avez effectué les analyses pour vérifier effectivement que vos résultats sont exacts à partir de votre base de données. Alors, ces bases de données-là, vous pouvez y avoir accès. Par contre, vous pouvez jamais utiliser ces résultats-là et les publier parce que ça devient du plagiat. Donc, vous pouvez les utiliser, faire des exercices ou des analyses comparatives, etc., mais jamais les publier parce que c'est du plagiat. Voilà, donc on va passer à la question suivante sur les bases de données. Concernant les données à caractère personnel, le traitement des photos est-il soumis à une déclaration auprès de l'autorité de protection? Oui, parce que c'est des données à caractère personnel. Et quand on parle de traitement de photos, je ne sais pas par quel moyen, mais aujourd'hui, si je prends le cas, par exemple, de l'intelligence artificielle où on fait, par exemple, de la reconnaissance d'images, c'est du traitement de données à caractère personnel. Et effectivement, il faut la déclarer. Maintenant, il y a un cas particulier concernant le consentement. Donc ça, je pense que ça n'a pas été détaillé. Mais aujourd'hui, le consentement de la personne peut vous exempter d'une déclaration ou bien d'une demande d'autorisation d'exploitation de données à caractère personnel. Mais encore une fois, même lorsque vous faites une déclaration, parce que il y a deux phases. Il y a l'autorisation de collecte et il y a l'autorisation d'exploitation. Voilà. Déjà, la demande d'autorisation pour collecter ces informations, d'accord, peut faire l'objet d'une déclaration, mais le traitement peut ne pas faire l'objet d'une déclaration. Mais en général, quand vous faites la demande de collecte, vous précisez également pour quel but, pour quel type de traitement. Mais ce qui est recommandé aussi, c'est que lorsque vous êtes autorisé à collecter ces données et à les traiter, il est recommandé aussi d'inclure dans la procédure de collecte, disons, un formulaire de consentement, d'accord, que vous allez faire signer à aux personnes que vous allez enquêter ou bien que vous allez solliciter. Et donc ça, en général, pour ce qui est des photos, je sais que par exemple, si vous devez faire un album photo que vous allez diffuser sur Internet, ou bien que vous voulez mettre la photo d'une personne sur sa page web de votre site, par exemple un site d'un laboratoire, et que vous voulez mettre la photo du chercheur sur sa page, si vous obtenez le consentement écrit de cette personne pour mettre sa photo sur la page web, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration. Alors, donc, merci beaucoup également par rapport à cela. Souvent, vous voulez illustrer par des images que vous pouvez trouver. Moi, souvent, on me suggère de voir Pixabay, par exemple, pour ceux qui font dans la biologie et autres. C'est une base de données de photos qui vous permet d'illustrer. Vous avez juste mettre le crédit de celui qui a pris les photos et par conséquent, vous pouvez illustrer sans courir de risque. Sinon, par exemple, dans le cadre de mon mémoire, moi, j'avais eu à utiliser, ce n'est pas des photos, hein, c'est des graphiques de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai mis adapté de. Ça m'a permis d'échapper un peu ce qu'on va me reprocher, du copier-coller d'un travail d'autrui sans son aval. Donc, merci beaucoup, professeur, pour ces réponses-là. On vient avec d'autres questions. S'il vous plaît, quelle est la différence entre un contrat et une convention? OK. Donc, la différence entre un contrat et une convention. Alors, très bonne question.
Alors, en général, le contrat, on va dire que c'est le document. D'accord? Donc, en général, on dit que c'est le document et la convention, c'est le contenu. Voilà. Mais bon, de plus en plus, les deux sont considérés comme des, on va dire, comme des contrats. L'autre est utilisé à la place de l'autre. Mais il y a quand même une différence. Voilà, il y a vraiment une différence. Le contrat désigne le document et la convention désigne le contenu du contrat. Voilà. C'est-à-dire la convention, c'est ce à quoi les parties prenantes, en tout cas, conviennent. Voilà, conviennent. Parce que quand on dit convention, ça veut dire que des personnes conviennent de quelque chose. Donc, tout ce qui est écrit dans le contrat, c'est ce à quoi les personnes signataires conviennent. Voilà. Mais il y a des documents de contrat qu'on appelle des conventions. Par exemple, quand on dit convention d'accueil d'un doctorant, on aurait pu l'appeler tout simplement contrat d'accueil d'un doctorant. Et c'est le contenu qui peut être considéré comme une convention. Mais souvent, les deux termes sont utilisés. On parle de convention de collaboration de recherche, là où on devrait parler, par exemple, de contrat de collaboration de recherche. Voilà. On peut parler de convention de recherche, ou là où on devrait parler, par exemple, de contrat de recherche. Merci beaucoup. Voilà, toujours les questions sont toujours Bon, on peut prendre une ou deux questions parce qu'il On est prend combien, une ou deux questions? Ouais, comme il est 10h30 pour nous permettre d'aborder le dernier module. D'accord, ok, c'est parfait. Donc, on va prendre la question de, comment dirais-je, de Denis Émile qui demande quid du consentement éclairé des participants aux études? Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, il y a également un encadrement disons, du consentement éclairé. Comme je le disais, quand vous faites une étude en médecine, même si au préalable, par exemple, vous dites que je vais demander le consentement écrit des personnes, par exemple, ces personnes peuvent ne pas forcément avoir les bases juridiques et autres pour bien comprendre les conséquences des données qui sont collectées. C'est pour cela que les commissions d'éthique et de déontologie sont mises en place en amont même de la conduite du projet pour analyser l'objet du projet de recherche, les conséquences, etc., avant de l'autoriser. Maintenant, une fois que vous êtes autorisé à conduire ces recherches, dont ces comités ont en fait jugent que les conséquences peut-être ne sont pas forcément désastreuses pour les personnes concernées. Là, par contre, il faudra individuellement demander le consentement éclairé des personnes. Bon, on dit éclairé parce que tu dois expliquer à la personne la raison pour laquelle vous faites votre recherche, etc., quelles sont les conditions de traitement, quelle est la durée de conservation des données, etc. Mais tout ça, ça ne suffit pas. En tout cas, à protéger convenablement les personnes dont les données à caractère personnel sont concernées par cette étude. Voilà, merci beaucoup. Une dernière question alors. Très souvent, il arrive que l'on fasse une découverte dans son pays d'origine et pour des questions de finalisation, on fait appel à des partenaires étrangers. Mais à la fin, on se retrouve avec des problèmes de droit d'auteur. Quelle est alors la conduite à tenir? Oui, donc souvent quand ça arrive, c'est parce que bon, on n'est pas des juristes et qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas dans les contrats qu'on va signer, on va dire, avec nos partenaires étrangers. Donc souvent, on signe des conventions, on ne se fait pas assister par un juriste et justement, on peut se retrouver même dépourvu des droits qu'on dispose sur ces propriétés-là intellectuelles. Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est tout simplement de s'appuyer sur les services juridiques de nos institutions, mais de façon beaucoup plus générale, c'est de recommander à nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, nos instituts de recherche, de mettre en place des services de valorisation des résultats issus de la recherche. Donc, pour pouvoir accompagner les chercheurs à mieux protéger leurs inventions
Mais aussi, je suis d'accord, hein, souvent même, il y a certaines inventions, il y a un besoin de collaborer avec des partenaires extérieurs, mais il faut être accompagné par les services compétents, justement pour ne pas subir ce type de préjudice-là. Voilà, donc merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, est-ce qu'on prend une pause pour passer au module suivant ou quelle est l'option qu'on va prendre? Oui, je pense qu'on va prendre 10 minutes comme d'habitude. Donc là, il est 10h35 en temps universel. Donc, nous reprenons dans 10 minutes. D'accord, c'est parfait. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde à 10h45 dans 10 minutes alors. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Mamadou. Merci à tout le monde pour votre énorme Merci. attention.